Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Les titres de cette édition. Réforme institutionnelle, quel cours des comptes pour le Bénin? Cette thématique était au cœur des échanges entre professionnels des médias au rendez-vous hebdomadaire des journalistes Café Média de ce vendredi. Les détails à retrouver dans un instant. Gabon, c'est désormais officiel, la candidature de Ali Ben Bongo pour la présidentielle d'août prochaine. Il a déposé sa candidature ce samedi à la Commission électorale nationale permanente malgré les oppositions. Et ensuite, football Euro 2016, le Portugal remporte son premier titre, une victoire saluée dans tout le pays par des réjouissances populaires. Les détails dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. Le Conseil des ministres réuni jeudi dernier a pris d'importantes décisions selon le point de presse du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki. Au nombre de ces décisions, il y a l'annulation des concours directs organisés en 2015 au profit de l'administration des finances. Comment certains candidats admis à ce concours ont-ils accueilli cette décision? Certains se sont prononcés au micro de Eden TV. C'est une profonde tristesse et aussi une colère quand même qui nous anime parce que entendre le ministre d'État, il a dit qu'il y a des gens qui ont été identifiés, qui sont auteurs de fraude ou bien etc. Maintenant, pourquoi, s'il y a des gens, pourquoi ne pas seulement faire sortir ceux-là et laisser les autres continuer normalement le processus Maintenant, qu'on veut annuler tout le monde, nous on a un peu comme l'impression que on veut faire, ça dit, on veut libérer d'autres pour faire entrer d'autres. Et c'est une injustice. Osons dire les choses, c'est une injustice. Et maintenant, ce que nous entendons, nous sommes dans un état de droit. Et comme on l'a dit, il y a un principe de continuité qui dit l'état a une continuité. Et on a aussi le droit acquis. Il y a des citoyens qui ont acquis des droits déjà. Maintenant, on veut sacrifier ces droits. Moi, je pense que c'est vraiment injuste. Et nous attendons vraiment que la Cour suprême, qui est notre dernier recours, puisse vraiment nous rendre cette justice-là. Parce que ça fait mal, vous ne pouvez pas faire aller, vous pouvez pas aller. Peut-être qu'il y a certains qui sont partis au camp, vous ne pouvez pas les faire 3 mois. Si il y a des gens qui savent ce que c'est que la formation militaire, c'est une pure souffrance. C'est une pure souffrance. Et qu'aujourd'hui, maintenant, on dit non, le truc est annulé purement et simplement, et vous pouvez rentrer. Moi, je pense que c'est vraiment injuste. Par rapport à cette annulation, ça nous a vraiment choqués parce que on n'a pas eu le rapport avant la décision. Donc, vous voyez, par rapport à la commission Djogbenou, ça a été présenté publiquement avec les membres de la commission. Mais pour nous, bon, on entend, le rapport est déposé, on n'a rien entendu. Subitement, on fait conseiller, on dit que les concours sont annulés. Bon, on n'a pas le choix, donc on a pris ça sportivement, mais ça fait un peu mal. Réussir à un concours, finir la formation, bien, on a presque fini la formation. On attend pour la titularisation et subitement on attend l'annulation des concours. C'est déplorable parce qu'il y a des gens parmi nous qui ont laissé leurs activités, qui ont laissé leurs emplois et qui ont passé pour ces concours-là. Maintenant, l'État veut faire quoi d'eux? Ils deviendront quoi? Toujours à propos de l'annulation de ces concours, nous vous proposons de suivre maintenant la réaction de certains acteurs de la société civile et du monde syndical, les tout premiers à dénoncer les irrégularités qui ont entaché l'organisation de ces concours. Mais je pense que vous avez donné aussi raison à Eden TV, puisque si vous n'avez pas aidé à la diffusion de cette information en son temps, en temps réel, je ne pense pas que notre peuple puisse être bien informé. Cette décision, elle ne vient que confirmer ce que veut notre peuple. En élisant le président Patrice Talon, le peuple béninois veut voir clair dans tous les scandales qui ont jonché la vie de notre peuple, la vie de notre nation pendant 10 ans. Pour moi, c'est la première audace du président Patrice Talon d'annuler ce concours
Cela prouve que la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption, la lutte contre la fraude ne vient que de commencer. Et il est question d'encourager le gouvernement de la rupture pour le nouveau départ. Il est question d'encourager le président dans cette volonté de chercher à voir clair. Pour moi, il vient de faire le premier pas. Il reste les autres scandales. L'affaire d'Anivo, ICC Service, Machine Agricole, Maria Gleta, PPA 2, j'en passe. Nous devons nous féliciter parce que nous avons été toujours, le peuple a été toujours vigilant et continue d'être vigilant. Ce que nous devons dire, que le peuple poursuive ses luttes, ses combats. C'est le peuple qui a demandé à ce que Talon soit élu. Il a été élu. Si le peuple croise les bras, eh bien, il n'aura pas la rupture. Lutte dans les rues, les marches, les sit-ins ont payé. Effectivement, les différentes pressions ont payé et les concours ont été annulés. La conclusion, c'est que seule la lutte paye. Tout ça, c'est sur le concours frauduleux. Tout ça là, c'est le concours frauduleux. C'est nous qui avons apporté 3 heures d'information à la commission pour faire ce qu'elle a fait. Le FONAC a apporté sa modeste contribution aux travaux de cette commission et le 7 juillet 2016, le gouvernement en Conseil des ministres a décidé de l'annulation de ce concours. Je dirais tout simplement qu'il s'agit d'une victoire du peuple béninois, d'une victoire des 98 500 candidats qui ont été déclarés échoués contre les 1750 qui ont été déclarés admis. Parlons à présent des résultats de l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2016 au Bénin. Sur 100%, seuls 39% des candidats inscrits ont pu obtenir le premier diplôme qui leur ouvre la porte du premier cycle du secondaire, un taux de réussite en baisse par rapport à celui des années antérieures qui interpelle tous les acteurs de l'éducation, dont les parents d'élèves qui s'expriment ici au micro de Carole Olaye et de Fréjus Fiossi. Le résultat qui ont donné 39%, je crois que c'est le niveau réel des enfants. Hein. Parce qu'auparavant, on entendait 100% au CPE. Donc, je crois que 39%, ce n'est pas une surprise. Et ça reflète réellement le niveau des enfants. Et je crois que tout le monde connaît désormais que bon, chaque enfant qui est réussi pour cet examen-là, il a vraiment le niveau et il a les bagages intellectuels pour entreprendre et pour continuer les études secondaires. Vous voyez, le nouveau programme, vu les résultats, on sait que ça dit, au moins c'est à 50% à la base des échecs des enfants. On a senti un peu la paresse au niveau des enfants, la négligence au niveau des parents d'élèves et aussi l'abandon au niveau des enseignants. Et les enseignants qui se sont jetés dans la politique. Et partout, représentant COSLEPI, c'est le directeur de telle école, c'est tel enseignant. Les grèves perpétrées en ce temps-là aussi n'ont pas permis aux enseignants d'être stables et de travailler avec les enfants. Mais au moment où ces enseignants-là abandonnaient les enfants, les parents n'avaient pas pris en compte les répétiteurs de maison et continuaient à accélérer. Les enfants aussi, avec la technologie aujourd'hui sur les réseaux sociaux, taillaient importance plus au WhatsApp et au Facebook. Toujours télécharger des chansons d'expatriés, c'est ça qui impressionnait les enfants, ils ont été paresseux. Le résultat de cette année-là, vraiment c'est décourageant. Ce n'est pas bien du tout. Cela n'honore pas notre pays. Surtout que le président même a dit en France que le Bénin a des compétences là. Je crois que c'est sur ce chemin-là que je vois ce résultat-là. Voilà.
Autre information dans cette édition, les acteurs de la justice béninoise, les personnalités diplomatiques, les partenaires techniques et financiers en commun accord avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Joseph Diogbenou, ont procédé vendredi à la Cour d'appel de Cotonou à l'ouverture de la revue sectorielle du ministère de la Justice. Cette revue est axée sur les résultats de l'année 2016. Reportage. Faire le point des activités menées au cours des 3 derniers mois et définir des projections pour le compte des jours à venir, c'est le principal objectif de la présente revue sectorielle du ministère de la Justice. Au cours de la rencontre, le garde des Sceaux a levé un coin de voile sur les problèmes qui minent le secteur judiciaire. Des solutions existent, il suffit de les mettre en œuvre. Nous considérons que le premier mot est renforcement, que le second mot est réforme. De renforcer le personnel dont nous disposons dans nos cours d'appel et dans nos tribunaux. De procéder au recrutement attendu, non pas seulement de magistrats, mais encore de greffiers, mais encore de personnel administratif, mais encore d'huissiers, mais encore de notaires. Nous ferons en sorte, dans les débats qui s'ouvriront sur le destin des réformes que le président de la République a souhaité, que la Haute Cour de justice puisse servir d'instrument efficace et d'instrument efficient de lutte contre l'impunité. Et c'est sur ces mots que je voudrais souhaiter plein succès aux travaux qui sont les nôtres, la revue du secteur de la justice. Et je souhaite que les solutions les plus rigoureuses soient tirées. Le bilan mi-parcours entre le ministère de la Justice et ses partenaires est encourageant. Cette revue sectorielle est un rendez-vous important de concertation entre les autorités béninoises et les partenaires techniques et financiers investis aux côtés du Bénin dans le renforcement de son système judiciaire. La présence de leurs représentants venus nombreux à cette réunion illustre cette volonté de vous accompagner par un dialogue constructif et en parfaite synergie avec vos stratégies de réforme. Je note avec satisfaction la constitution prochaine du cadre institutionnel, en particulier son comité de pilotage et le secrétariat technique, qui pourra concrétiser ce démarrage effectif du programme. Je souhaite, au nom de tous les partenaires techniques et financiers, qu'une prise de contact soit organisée dans de courts délais avec les responsables afin d'établir avec chaque bailleur les priorités en matière de coopération. Sortiront de cette assise des propositions concrètes pour garantir au Bénin l'état de droit et assurer une justice de qualité. Le Bénin dispose depuis 1960 d'une chambre des comptes qui est l'une des 3 chambres de la Cour suprême régie par l'ordonnance numéro 21/PR du 26 avril 1966 dans le contexte régional où la question de la bonne gouvernance préoccupe d'un, la création d'une Cour des comptes devient une préoccupation urgente et c'est bien à ce propos que la Cour des comptes était au menu des débats entre professionnels des médias ce vendredi au Café Média Plus. Invité Massim Akakou, ancien président de la Chambre des comptes à la Cour suprême. Reportage. Dans de nombreux pays africains, les finances publiques souffrent d'une gestion laxiste, voire d'une tendance à la prédation. Pour mettre un terme à cette dégradation de la gestion des finances publiques, l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA a demandé aux États membres de créer des cours des comptes autonomes au plus tard le 31 décembre 2002. 14 ans plus tard, le Bénin n'a pu se conformer à cette prescription communautaire. Mais cette question est enfin prise en compte dans le projet des réformes institutionnelles du président Patrice Talon. Massim Bruno Akapo, ancien président de la Chambre des comptes à la Cour suprême du Bénin, parle ici de la Cour des comptes. Alors, la Cour des comptes est l'organe qui a été chargé de ce contrôle-là. La Cour des comptes peut fixer des amendes directement, sans s'en référer à quiconque. Elle peut condamner à des débats. Elle peut sanctionner les fautes de gestion. Massim Bruno Akapo craint que la Cour des comptes n'ait véritablement les moyens d'assumer ses missions à l'instar de la Chambre des comptes. Il explique. La méconnaissance de l'existence d'une justice financière dans notre pays explique la dégradation continue de la gestion des finances publiques.
La tendance pour tout le monde, ça n'est jamais de penser à la juridiction financière lorsqu'on veut lutter contre la corruption. Et c'est là notre erreur, l'erreur grave que nous commettons dans notre sous-région. Si la Chambre des comptes avait été mise en état d'exercer effectivement ses missions, on pourrait réduire énormément la corruption et la mauvaise gestion. Le communicateur revient sur cette promesse des candidats à l'élection présidentielle. Tous les candidats aux élections présidentielles ont dit on va créer la Cour des comptes, on va créer la Cour des comptes, on va créer la Cour des comptes. Mais l'institution, par la constitution d'une Cour des comptes, est loin d'être une panacée. L'expérience a montré que 10 ans après avoir créé les cours des comptes dans la sous-région, ces cours n'ont pas démarré parce qu'elles ont été mal créées, tout simplement. Dès lors, quel cours des comptes faut-il pour le Bénin? Une Cour des comptes indépendante, crédible et professionnelle. Une Cour des comptes ne l'est véritablement que si elle est organisée en corporation de professionnels de l'audit. L'accès à la Cour des comptes doit être ouvert à tous les citoyens désireux d'y faire carrière sur une base égalitaire, s'il justifie des conditions de diplôme et passe avec succès le concours d'intégration ou, enfin, le filtre qui aura été mis en place. Il est temps que notre pays, sous le gouvernement de la rupture, relève ce défi de la création d'une Cour des comptes autonome et fonctionnelle. Une brève avant de retrouver la page inter de cette édition. Un nouveau syndicat a vu le jour ce lundi 11 juillet 2016 à la Bourse du Travail. Il annonce Syncotripib, syndicat national des conducteurs du tricycle pick-up du Bénin. Par ce syndicat, les conducteurs du tricycle entendent lutter pour leurs droits et leur dignité dans la société. Suivons quelques déclarations à propos des motifs de mise sur pied de ce nouveau syndicat. C'est du nouveau, mais ce n'est ni étrange ni extraordinaire. C'est plutôt dans le cadre de leur lutte quotidienne au jour, l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le but, les objectifs, les stratégies de lutte ou les principes d'organisation de notre jeune syndicat seront connus tout à l'heure. Je profite de cette occasion qui m'est offerte pour remercier le secrétaire général confédéral de la CSTB qui a ménagé aucun effort à mettre à notre disposition un encadrant émérite qui nous a conduits tout le long de la préparation du présent congrès. Il s'appelle camarade Humpé Bessan Bernard, secrétaire à l'éducation ouvrière de la CSTB. Mes remerciements vont à l'endroit de tous les membres du comité préparatoire. Je ne vais jamais oublier les congressistes qui ont consacré leur temps de travail pour la réussite de ce congrès. Ce que vous exigez, il faut que ça cesse les tickets pirates. Il faut qu'on cesse de vous prendre des tickets ou des sous dont vous ne connaissez pas la destination. Si on vous prend des tickets, on vous donne des tickets, que vous les vendez, que les conducteurs viennent chercher des tickets tous les jours, et il faut que là où vous êtes, votre parc, on puisse bien construire cela, que ça vous abrite du soleil et de la pluie, et que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions. La CSTB va vous y aider. Il faut que ça cesse aussi les complots. On va, parce que Pierre est ami du commissaire, ou bien d'un policier, ou bien d'un ancien conducteur de tricycle, eh bien on dit, lui là, il faut arrêter sa petite voiture, son tricycle, et on va foutre ça en fourrière. Le type n'a même pas travaillé
pendant 2 jours, 3 jours, et on lui réclame 10 000 francs, 8 000 francs. Il faut que ça cesse. Chaque Béninois veut travailler dans des bonnes conditions et espérer avoir le minimum. Hors du Bénin, à moins de 2 mois de l'élection présidentielle au Gabon, le président sortant Ali Ben Bongo a déposé samedi sa candidature. Âgé de 57 ans, le président gabonais a fait objet de plusieurs attaques de la part de l'opposition. Ce samedi, il a mobilisé plusieurs milliers de sympathisants et militants à Libreville après avoir déposé sa candidature devant la commission électorale pour le scrutin d'août prochain. Suivons une partie de ces déclarations. Nous sommes tous venus pour supporter notre candidat, et puis bon, on attend la campagne et puis on espère qu'il sera élu. En 7 ans, il n'a rien fait, les mêmes promesses, que voilà quoi, nous le peuple on souffre, on ne s'en sort pas, il fait des promesses sur la jeunesse et tout. Moi j'ai une licence en communication marketing, ça fait 3 ans que je suis rentrée, je n'ai pas d'emploi. Donc il plaide pour la jeunesse, mais jusqu'ici je n'ai pas d'emploi. Ali Bongo, appelons-le par défaut par ce nom, est incapable de prouver sa nationalité ou de nous donner un acte de naissance qui soit cohérent, qui soit valable. Il a de manière délibérée violé la souveraineté de l'État gabonais. Et pour ce motif, nous sommes là pour l'empêcher de violer pour la 2e fois la souveraineté de l'État gabonais. Vous avez suivi plutôt les réactions de quelques Gabonais à propos de la candidature de Ali Ben Bongo pour la présidentielle d'août 2016 au Gabon. On reste toujours sur le continent après s'être entretenu vendredi avec le président sud-africain. Le premier ministre indien Narendra Modi s'est rendu ce week-end en Tanzanie. C'est dans le cadre de sa tournée en Afrique destinée à renforcer l'influence économique de New Delhi face au grand rival chinois déjà solidement implanté sur le continent. Écoutons un extrait de ces déclarations. One, deepen our partnership in agriculture and food security. Premièrement, consolider notre partenariat dans l'agriculture et la sécurité alimentaire, y compris une hausse de l'exportation de légumineuses depuis la Tanzanie jusqu'en Inde. Deuxièmement, travailler ensemble dans le développement et l'utilisation du gaz naturel. And use of natural gas. Hors de l'Afrique, dans le sud de la Chine, un missionnaire catholique français exécuté au XIXe siècle est devenu un instrument de propagande contre la religion. Pour l'Église catholique, Auguste Chapdelaine, carbonisé en 2000, est un saint révéré, un missionnaire français martyrisé pour sa foi en Chine. Mais pour le Parti communiste chinois officiellement acté, il est toujours considéré comme un opium spirituel. Reportage. C'est un saint pour le Vatican, mais un démon pour Pékin. Auguste Chapdelaine était un missionnaire catholique français venu en Chine au XIXe siècle pour évangéliser le sud du pays et arrêté pour avoir fomenté une rébellion, d'après les autorités de l'époque. Les documents historiques montrent qu'il est venu prêcher, qu'il a conspiré avec les officiels locaux, qu'il a volé de l'argent aux gens. Il les a arnaqués et il a même violé des femmes. Des accusations sans base historique selon les spécialistes indépendants. Le seul crime de Chapdelaine aurait été de venir dans une partie de la Chine alors interdite aux missionnaires. Après son arrestation, il aurait été torturé, enfermé dans une cage jusqu'à sa mort, puis décapité. Un destin de martyr qui lui a valu une canonisation par le Vatican en 2000, à laquelle le gouvernement a répondu en faisant de son ancienne maison un musée dédié à sa traque et à son exécution, présenté comme patriotique. D'après ce que j'ai pu voir, je n'y crois pas. Je suis catholique, je connais ce genre de choses. À l'heure de la messe dans la paroisse locale, le père Wei célèbre l'office face à une poignée de croyants seulement. Difficile selon lui de remplir les bancs de l'église dans un tel contexte. Nous sommes très mal connus du public. Les gens ne savent rien de l'église catholique. Quand ils entendent parler de nous, c'est à travers la propagande du gouvernement.
Avant d'être érigé en ennemi de la Chine, Auguste Chapdelaine avait déjà servi d'outil de propagande. Sa mort, dans les années 1850, avait été le prétexte utilisé par la France pour déclencher la Seconde Guerre de l'opium, une campagne économico-colonialiste menée avec les Britanniques qui avait notamment abouti à la destruction de l'ancien palais d'été de Pékin, un événement encore ressenti comme une humiliation nationale en Chine. Le sport, avant de boucler cette édition, le Portugal, champion d'Europe de football. Le pays a décroché hier son premier titre majeur, la finale de l'Euro 2016 de ce dimanche a été la bonne. Le Portugal a remporté 1-0 face à la France, but inscrit par Eder à la 109e minute en pleine prolongation. Une réalisation a suffi donc au bonheur des Portugais aux dépens des Français. Griezmann, Giroud, Guillac et Sissoko imaginaient une issue plus heureuse pour les Bleus. Hélas, leurs occasions de but ont été repoussées soit par Rui Patricio, soit par le poteau. L'échec des Français est un contraste par rapport au succès des joueurs de Fernando Santos. Ils avaient pourtant mal débuté leur match, notamment lorsque Cristiano Ronaldo a été contraint de quitter la pelouse du Stade de France à la 25e minute. Une sortie engendrée par une douleur au genou consécutive à un choc avec Dimitri Payet. Heureusement, cela n'a pas eu de conséquences sur la performance des sieurs. Et voyez à présent la joie des supporters portugais qui ont vécu la victoire de leur équipe nationale en finale de l'Euro 2016 à Lisbonne, au Portugal. Là, on retrouvera certainement les réjouissances populaires, la joie des supporters de l'équipe du Portugal à Lisbonne et dans tout le Portugal dans nos éditions prochaines. Et c'est sur ces notes que nous allons boucler cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention et à très bientôt.